Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Weekly Bitcoin, l'émission consacrée aux crypto-actifs en partenariat avec Capital B. Bonjour à toute la communauté, que ce soit sur X, sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux. J'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. Première bonne nouvelle, c'est bientôt votre week-end. Deuxième, on est ensemble pendant 45 minutes et on va parler de votre argent sans langue de bois. On va parler de crypto-actifs, de placements alternatifs avec un angle que vous connaissez bien maintenant, c'est l'angle du revenu. On va analyser le Bitcoin en utilisant la grille d'analyse du revenu. Donc, quelle durée d'investissement, quelle fiscalité, quelle sécurité, quel rendement on peut en avoir dans un contexte difficile. Vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités de talent. Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Lézet. Bonjour Alexandre. Bonjour Christian, comment ça va? Eh ben, ça va très très bien. Donc tu es directeur stratégie Bitcoin de Capital B, donc Capital B qui est la principale Bitcoin Treasury Company en Europe. Alors, le programme du jour, le programme de l'émission, vous le connaissez. D'abord, on va faire un point marché, un point perspective, et là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Les actus de la semaine, et puis bien sûr, la masterclass que vous attendez avec impatience. La masterclass, le Bitcoin comme moyen de paiement. On verra ce qui est possible aujourd'hui de ce côté-ci de l'Atlantique et puis de l'autre côté, sachant que les Américains sont toujours, bien sûr, souvent en avance de 3-4 ans sur l'Europe, sur la vieille économie. Mais bien sûr, le sujet d'actualité, c'est le cours du Bitcoin qui a fortement baissé hier de quelques 6%. Et donc, Alexandre, est-ce que tu peux un peu nous faire un petit point? Pourquoi cette baisse? Est-ce que c'est la nomination probable de Kevin Warsh, donc nouveau choix pour la Fed, qui serait moins crypto-friendly que son prédécesseur? Tes explications. Alors, ça serait une excellente nouvelle s'il n'y avait que ça qui pouvait expliquer cette volatilité. La réalité, c'est que ça fait maintenant 4 ans que les États-Unis, en fait, ont gelé les avoirs russes qui étaient auprès des obligations américaines de long terme, puis sont intervenus de diverses manières à l'étranger et plus récemment au Venezuela. Alors, ce qui peut être une bonne nouvelle pour la fin du communisme au Venezuela, mais ce qui toutefois en fait fait que beaucoup d'États au niveau mondial, et notamment la Chine, la Russie, et en fait quasiment tous les États qui ne sont pas directement dans l'hémisphère américain, en fait tentent de se détacher, de trouver de l'indépendance par rapport au système monétaire. Le système monétaire aujourd'hui, il est basé sur le dollar, et ce système monétaire-là, il est un peu en train de s'effriter. Et comment en fait se protègent les États? C'est en accumulant notamment aujourd'hui de l'or, du Bitcoin à plus petite échelle aujourd'hui, mais en fait, compte tenu de l'ampleur du mouvement, c'est l'or qui commence à avoir ces mouvements-là. Donc l'or a une trajectoire absolument impressionnante, de plus de 200%, 300%. Et il y a quelques jours, enfin hier, avant-hier, l'or, de manière assez exceptionnelle, a en fait pris en une journée, puis reperdu en une journée, 2 fois l'équivalent de la capitalisation boursière du Bitcoin. Donc c'est pour dire que quand on dit que le Bitcoin, c'est de l'or digital et que le Bitcoin a vocation en fait à aller vers la capitalisation boursière de l'or, et qui est en fait maintenant de plusieurs dizaines de trillions de dollars, alors que le Bitcoin est de environ 2 trillions de dollars, on oublie que la capitalisation boursière de l'or augmente elle aussi, et que en fait le potentiel de taille du Bitcoin aussi a vocation à augmenter. Et donc aujourd'hui, le Bitcoin, il est traité comme un actif plutôt à risque par les investisseurs institutionnels, et donc il n'est pas encore utilisé pour se prémunir dans une phase où il y a plutôt de la peur sur les marchés. Et ce qui est envisagé, c'est que après cette forte hausse de l'or, il va y avoir une rotation vers le Bitcoin. C'est pas garanti, bien entendu, mais en tout cas, c'est ce qui est potentiellement assez probable, puisque en fait, les investisseurs cherchent à sortir du dollar pour se tourner vers des actifs rares, à la fois, bien sûr, le secteur technologique, l'or et, bien sûr, le Bitcoin.
Mais alors, Alexandre, on va se parler vrai. En fait, on avait l'impression que la tech américaine et le Bitcoin évoluaient de pair depuis ces dernières années. Et là, c'est plus franchement le cas. Pourquoi? Alors en fait, même dans le passé, ça n'a pas toujours été exactement, significatif. C'est vrai que c'est très souvent remarqué que quand, le Nasdaq augmente ou les Magnificent Seven augmentent, en fait, beaucoup de hedge funds, en fait, font le double de la performance sur Bitcoin et donc ça attire beaucoup l'attention. Mais en fait, de manière, assez, significative, le Bitcoin, sur les 10 dernières années, c'est plus 20 000. À ma connaissance, le Nasdaq n'a pas fait plus 20 000%. Donc, oui, il y a des corrélations à certains moments de marché où les investisseurs voient certaines similitudes en termes de performance, en termes de volatilité. Mais en fait, le Bitcoin, c'est même sur certaines séances, c'est parfois même décorrélé de l'or aussi. Parfois, ça l'est complètement. Hier, on a vu que ça a baissé de la même manière, au même moment. Et donc, on voit qu'il y a déjà une certaine forme d'investisseurs comparables sur les deux classes d'actifs. Et ensuite, le deuxième élément que tu as mentionné sur le prochain potentiel responsable de la Fed, il faut savoir que ce responsable-là est très favorable au Bitcoin. Et il faut savoir que, en fait, il est quasiment téléporté par Donald Trump et que, en fait, c'est un peu la fin en tout cas, la théorie d'indépendance des banques centrales dans un contexte où finalement, même les États-Unis eux-mêmes se rendent compte que la solution, c'est d'imprimer plus de dollars. Alors, lorsqu'on regarde par rapport au pic du 6 octobre, on est à moins 35%. Certains investisseurs, maintenant, en tout cas, c'est des rumeurs, commencent à évoquer plus ou moins officiellement un retour vers les 50 000 dollars. Est-ce que tu y crois? Oui, alors on en parlait la semaine dernière et en fait, on l'avait annoncé un petit peu en avance, mais il faut dire le mot, il y a un bear market sur le Bitcoin, un bear market à la fois sur le dollar et par rapport à l'or de manière plus notable, qui effectivement se prolonge depuis à peu près le 10 novembre et qui continue. Et dans ces contextes de marché, les analystes regardent les indicateurs de long terme du Bitcoin qui ont historiquement eu une position de soutien. Et ces indicateurs-là, c'est à la fois le coût du minage du Bitcoin pour les mineurs de Bitcoin, c'est autour de 60 000 dollars, et c'est aussi la moyenne des 200 dernières semaines du Bitcoin qui se situe aussi autour de ces 60 000 dollars. Et il se trouve que c'est également à peu près les derniers hauts du dernier cycle. Donc en fait, ce type de situation-là est intervenu déjà 4 à 5 fois dans l'histoire du Bitcoin. Et historiquement, ça a été les périodes où l'accumulation de Bitcoin a été la plus profitable en termes de nombre de Bitcoin achetés par rapport au nombre de monnaies fiat dépensées pour les acheteurs. Donc pour les fins connaisseurs, c'est plutôt, disons, les soldes qu'autre chose. Mais effectivement, parfois, ça peut faire peur, ça peut secouer, notamment quand on ne sait pas encore exactement ce que l'on détient. Alors, c'est vrai que Davos vient de se terminer. Enfin, ça fait quasiment une semaine maintenant. Et on a remarqué, en fait, il y a eu beaucoup de discussions autour du Bitcoin, notamment le Bitcoin comme réserve de valeur. Quels sont un tout petit peu les fondamentaux qu'il faut regarder et qui risquent d'influer sur le cours du Bitcoin? Tout à l'heure, tu parlais un petit peu d'analyse graphique, mais je voudrais qu'on revienne un peu aux fondamentaux. Les fondamentaux qui risquent d'influencer le cours des cryptos dans les semaines à venir? Alors, les fondamentaux, ce qui a vraiment changé la donne sur ce cycle de Bitcoin, et on va avoir un prochain cycle où ça va être encore plus important, c'est que la pression vendeuse du minage de Bitcoin est maintenant quasiment insignifiante par rapport à la demande structurelle qui existe. Donc, à titre d'exemple, rien que la société Stratégie aux États-Unis accumule 3 fois plus de Bitcoin que ce que les mineurs de Bitcoin ne vendent sur le marché. Donc ça, c'est un premier facteur structurel qui fait que les cycles sont plus liés aux facteurs macro que à des facteurs d'émission de Bitcoin à travers le minage de Bitcoin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que malgré la volatilité et la baisse du Bitcoin récente,
en fait, toutes les institutions s'organisent pour en accumuler, mais que les tailles d'accumulation ne sont pas encore aussi importantes que ce qui est fait sur l'or. C'est de l'ordre du test, disons de la mise en bouche, mais c'est pas encore vraiment des investissements de taille notoire. Ce qu'on peut anticiper par contre en termes de fondamental, c'est historiquement, à chaque fois que l'or a connu un top, dans les 6 à 12 mois, le Bitcoin a également connu une surperformance extrêmement forte de l'or. Et donc, voilà, ce n'est pas de la science, mais c'est tout à fait possible comme scénario à horizon 1 an ou 2 ans. Et donc, ça vaut la peine d'envisager dans quelle mesure une exposition Bitcoin pour un investisseur particulier peut faire du sens quand c'est plutôt un climat de peur sur le marché plutôt que quand c'est un climat d'euphorie. Alors voilà pour le point marché. Dans les actus, bien sûr, il y a des opérations de cotation qui sont dans les tuyaux, et on parle notamment de Ledger, qui propose cette entreprise française qui conçoit et commercialise des portefeuilles de crypto-monnaies physiques destinées aux particuliers et aux professionnels que vous connaissez bien. Il y a des rumeurs de cotation, notamment aux États-Unis. Alors, on pourrait le regretter, peut-être aux États-Unis. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que tu y crois, toi? Ledger, coté aux États-Unis, j'ai vu des chiffres de valo autour de 4 milliards. Oui, tout à fait. Ça serait une excellente nouvelle pour cette société française qui a été un fleuron français depuis maintenant des années, qui a permis vraiment à toute une classe mondiale d'investisseurs de s'exposer au Bitcoin de manière souveraine avec une autodétention, avec des clés Ledger qui, en total, c'est une estimation, mais qui pourraient détenir à travers tous ces utilisateurs environ 20-30% du tout le Bitcoin en circulation dans le monde à travers cet outil technologique qui est une innovation française et qui a été vraiment importante dans le développement du secteur dans son ensemble, parce que c'était vraiment le premier outil qui permettait une utilisation simple de l'autodétention de Bitcoin. Et donc Ledger, depuis, a élargi de manière assez importante son offre avec toute une application et des tas de fonctionnalités. Il y a eu récemment certaines critiques parce que Ledger a voulu mettre en place une solution qui permettait de récupérer son portefeuille avec son identité. Et donc, ça n'a pas trop plu à certaines personnes qui sont attachées au fait qu'on ne donne pas son identité, et on en reparlera, j'imagine, par rapport à l'utilisation de ces hardware wallets. Maintenant, Ledger voulait tout simplement répondre à une demande et a essayé de fournir une réponse. Et donc, aujourd'hui, Ledger, c'est une société internationale qui a beaucoup grandi, et je leur souhaite de vraiment réussir aux États-Unis. Maintenant, pourquoi pas en France? Aujourd'hui, effectivement, le niveau de capitaux levés pour une société qui n'est pas encore cotée et qui choisit une place de marché, pour le secteur en question pour Ledger en tout cas, du Bitcoin et de la crypto, effectivement, les États-Unis est une place de marché qui est choisie par énormément de sociétés qui souhaitent se lancer. Mais il n'en reste pas moins que ce sera toujours une société française. C'est là où se trouve la liquidité, j'imagine, pour une introduction en bourse dans ce type de secteur. Est-ce qu'il y a d'autres sociétés? Alors, c'est quand même intéressant d'insister que il y a encore quelques années, la cotation en bourse pour une entreprise spécialisée dans ce secteur-là, c'était quasiment impossible. C'est-à-dire qu'on voit bien là qu'il y a une normalisation en fait du secteur, puisqu'il y a de plus en plus de sociétés qui sont cotées. Il y a Ledger d'un côté, je pense qu'il y a d'autres projets aussi de cotation en Europe, me semble-t-il. Oui, alors c'est tout à fait notable. On évoquait la semaine dernière la cotation de BitGo. On sait qu'il va y avoir prochainement en 2026 également Kraken, qui est une très grande plateforme d'échange de Bitcoin et cryptoactifs, à l'instar de Coinbase. Et également en Europe, Bitpanda, qui est également une très grande plateforme d'échange et de conservation d'actifs numériques. On voit que c'est vraiment une marque d'institutionnalisation. On voit que si ces sociétés poursuivre des IPO, c'est parce que derrière, il y a une demande des banques d'investissement et de leurs clients de s'exposer à ce secteur de manière agressive. Et si on a cette demande-là, eh bien, c'est une nouvelle marque de la confiance et de l'approche long terme de beaucoup d'investisseurs institutionnels du secteur
qui souhaitent, un peu comme quand il y avait la ruée vers l'or, s'exposer aux entreprises qui fournissent une pelle et un râteau pour aller chercher davantage d'or. Et donc, beaucoup d'institutions y voient une manière de s'exposer à la classe d'actifs et à sa croissance sans prendre, entre guillemets, le risque de la volatilité des actifs eux-mêmes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces sociétés-là ont vocation à s'intégrer, voire à créer de nouveaux types d'institutions financières. Et on le voit, beaucoup d'acteurs de type plateforme d'échange sont en train de demander des licences bancaires aux États-Unis. Et ça, c'est pas rien non plus. Ça montre que, en fait, oui, la nouvelle finance digitale peut être portée et adoptée par la finance traditionnelle, mais elle est également en train de reconstruire tout un système financier autour et avec la base des actifs numériques et bien sûr du Bitcoin. Ah bah, tu me donnes c'est l'occasion de mettre en avant notre hors-série bourse actuellement en vente, puisqu'effectivement, on peut investir aussi en bourse à travers dans des actifs alternatifs à travers la bourse. Donc, vous voyez un guide tout beau, tout neuf. C'est un hors-série du revenu que vous pouvez trouver en kiosque. Ça coûte 5,90 €, mais en tout cas, c'est un excellent investissement avec un bon retour. Voilà. Une petite pause pub. Dans l'actualité, c'est bien sûr aussi cette triste actualité, je dirais, les États-Unis ont ouvert une enquête pour un vol présumé de 40 millions en crypto-monnaie saisie. Est-ce que tu peux détailler là-dessus? Puis on va en proposer aussi pour en profiter pour faire un petit point sur la sécurité. C'est quand même un point très important pour les investisseurs en Bitcoin. Mais d'abord, comment un vol de 40 millions de dollars en crypto a été possible? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Je pense qu'il y a le fils d'un contractant gouvernemental qui a été impliqué. On t'écoute, Alexandre. Alors, cette affaire assez rocambolesque illustre assez parfaitement finalement le retard considérable qu'ont pris les grandes institutions par rapport à cette nouvelle finance digitale. Et en fait, on se rend compte que la conservation de ces 40 millions de dollars de Bitcoin avait été confiée à une société de la Virginie profonde des États-Unis que personne ne connaît. On a mentionné beaucoup de conservateurs d'actifs numériques comme BitGo et comme Fidelity et Coinbase et Kraken et bien d'autres aux États-Unis qui sont très connus et opèrent depuis de nombreuses années. Et là, on se rend compte que le gouvernement confie la conservation de 40 millions de dollars de Bitcoin à une société relativement inconnue et que Donc c'était des cryptos qui avaient été saisis, c'est ça en fait? Exactement, des cryptos saisis certainement de procédures judiciaires aux États-Unis. Et on se rend compte que le fils du dirigeant de la société contractée par le gouvernement, en fait, a volé le Bitcoin, donc a eu accès aux clés privées du Bitcoin et s'en est saisi. Donc, bon, la bonne nouvelle, c'est que en général, quand le gouvernement se rend compte qu'il y a eu un vol de Bitcoin, en fait, vu la traçabilité du Bitcoin, il est très facile pour le gouvernement, même si ça prend du temps, de retourner vers ce vol et de récupérer finalement les fonds, puisqu'il y a des menaces de prison ferme pendant des années et des années aux États-Unis. Et en général, les ravisseurs préfèrent rendre les clés. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ça montre que, en fait, on parle d'accumulation potentielle par le gouvernement des États-Unis. Et en fait, le gouvernement des États-Unis n'est pas encore tout à fait sûr de combien de Bitcoin il détient et dans quelle mesure cette détention-là est réalisée de manière sécure. Donc en fait, on se rendra compte, et on l'a vu par exemple en Allemagne, avec l'Allemagne qui, elle, a décidé de vendre l'intégralité de ses bitcoins il y a maintenant une année ou deux, et qui a été moquée par toute la communauté financière parce que le bitcoin a fait x2 juste après cette vente-là, au lieu de conserver tout simplement les actifs. Et donc on voit que finalement, ces événements-là vont avoir vocation à accélérer le sérieux et le nécessaire d'avoir une vraie politique de conservation de Bitcoin aux États-Unis. Alors, Alexandre, la sécurité est un élément clé pour les investisseurs particuliers qui souhaitent investir dans le Bitcoin. On ne va pas faire un cours sur le sujet parce qu'on pourrait rester ensemble pendant des heures, mais s'il y avait que 2 ou 3 conseils à donner à des particuliers qui font les premiers pas dans cette finance digitale et qui veulent investir dans le Bitcoin, 3 conseils, ça serait quoi?
Alors, les conseils, malheureusement, vont être forcément différents par rapport au type d'investisseur et à son niveau de compréhension des enjeux technologiques autour du Bitcoin. Il y a plusieurs profils d'investisseurs, mais prenons-en deux. Un profil qui serait très connaisseur des nouvelles technologies et qui est habitué aux nouvelles technologies et qui finalement a également conscient des enjeux de confidentialité. Cet investisseur-là peut envisager éventuellement effectivement la conservation en autodétention du Bitcoin, et c'est la manière effectivement privilégiée par les Bitcoiners et recommandée de manière générale, parce que c'est la manière qui permet d'avoir un accès vraiment à l'actif sans aucun intermédiaire. Maintenant, Donc ça, c'est cette sur un manière... wallet, en fait, c'est sur un wallet extérieur, en fait, qui se présente un petit peu comme sur une clé USB, c'est ça? Exactement, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple avec les clés que Ledger vend, par exemple. Maintenant, il faut noter les risques associés à la liberté. La liberté implique une responsabilité, et cette liberté-là a un risque premier, c'est de faire une erreur et de perdre ses bitcoins à tout jamais, ou de finalement être la victime d'une fraude à travers des emails, à travers des spams, etc. Et la troisième, c'est également le risque dans un État où la sécurité n'est pas forcément défendue par finalement les autorités et ne permet pas en fait de se défendre soi-même nécessairement. Eh bien, c'est le risque d'être volé, tout comme un cambriolage peut permettre à un ravisseur de dérober un lingot d'or. Eh bien, il est possible pour un ravisseur de dérober des clés privées de Bitcoin, par exemple. Donc, il y a des solutions à ça, techniques, qui s'appellent les solutions de multisignature. Il y a des solutions qui permettent de placer dans différents endroits géographiques des clés à différents endroits qui permettent à un ravisseur finalement de ne jamais pouvoir accéder à un seul endroit avec tout le risque à ces clés privées. Et ensuite, beaucoup d'investisseurs, et là c'est plutôt le profil numéro 2, et je parle des investisseurs particuliers. On parlera ensuite du troisième, qui est celui plutôt d'une société cotée et d'une institution qui est différent. Mais pour revenir sur le cas d'un investisseur particulier qui n'a pas l'habitude d'utiliser vraiment ces nouvelles technologies cryptographiques, ou qui n'en a pas le souhait, ou qui sent que c'est trop risqué pour lui, alors il y a différentes manières de s'exposer au Bitcoin. Et ces manières-là sont plutôt de manière traditionnelle à travers des titres financiers dans un compte d'épargne ou d'investissement classique qui permet d'acheter soit des ETF Bitcoin, soit d'avoir une exposition un petit peu différente et potentiellement amplifiée à travers, par exemple, des sociétés qui détiennent du Bitcoin sur leur bilan. Comme Ensuite, Capital B, pour pas le citer. voilà, comme bien sûr Stratégie aux États-Unis qui est la première, Metaplanet qui est la première en Asie, Capital B qui est la première en Europe. Ensuite, il y a bien sûr le cas d'une société cotée et le cas finalement d'un fonds d'investissement, d'une institution. Là, c'est tout à fait différent. Personne n'a envie que les dirigeants d'une société cotée se baladent dans la rue avec les clés privées de la société. Ça n'arrive pas et ce n'est pas ce qui est prévu. Au contraire, ce que fait Capital B, c'est précisément de confier cette gestion-là comme des actifs traditionnels à une banque qui, elle, a toutes les mesures de sécurité en place pour précisément conserver de manière extrêmement sécure ces actifs et répondant à toutes les réglementations et les audits. Et tout mouvement d'actifs doit répondre aux besoins réglementaires et à la rigueur finalement également des audits et des avocats et de délais qui sont beaucoup plus longs et qui permettent en fait de rendre quasiment impossible toute attaque liée à cette détention de Bitcoin, mais qui ont du coup, qui perdent les avantages, comme pour un individu pourrait l'avoir, d'avoir une détention propre des Bitcoins. Et donc, il n'y a pas une réponse simple et universelle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les meilleures protections, c'est finalement soit de déléguer cette conservation à un acteur de type bancaire qui, lui, a les outils en place et le temps et les réglementations et tous les processus en place pour avoir la protection similaire aux actifs financiers traditionnels, ou
d'avoir effectivement des solutions, mais là assez avancées, de multisignature qui permettent de ne jamais avoir tous les éléments nécessaires au déplacement des actifs à un seul endroit. Et ça, c'est les manières les plus avancées de détenir du Bitcoin. Et donc, il y a un arbitrage à faire entre l'exposition financière, la liberté, la souveraineté individuelle et l'organisation qui peut aller avec ces choix-là pour chacun. Alors, Alexandre, tu vis à Abu Dhabi, mais à Paris, il y a eu des faits divers ces derniers mois de gros détenteurs de Bitcoin avec des tentatives d'enlèvement. Moi, la question que j'ai envie de te poser est très simple. Comment est-ce que, j'imagine que ces opérations sont quand même confidentielles, avec une totale sécurité sur qui investit en Bitcoin. Donc, comment, des personnes mal intentionnées peuvent être informées que telle ou telle personne détienne du Bitcoin? Alors, ce qui est grave dans ce qui se passe actuellement en France, c'est que la France est rentrée dans le top 3 et même numéro 2 mondial du nombre d'agressions liées physiques et d'enlèvements liés au secteur Bitcoin et cryptoactifs dans le monde, juste après les États-Unis. Et donc, on parle quand même d'États dans le monde qui sont de nature à avoir beaucoup plus de population que la France. Et pourtant, la France est numéro 2 mondial de ce type d'événement. Et en nombre, même pas en proportion, en proportion de la population. En nombre. Donc c'est tout à fait grave. Le premier facteur, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à des fuites de données, mais je pense que le premier facteur en réalité, c'est l'impunité totale de ce type d'acteur qui finalement intervient en France. Et c'est que les protections judiciaires sont telles pour les délinquants de ce type que finalement le risque en vaudrait la chandelle. Bon, après, ils sont souvent déçus puisque finalement les autorités aussi françaises et les réseaux français de sécurité ont ensuite le mot de la fin et réussissent à capturer les personnes qui sont en faute. En revanche, c'est pour moi vraiment le premier facteur qui fait vraiment le risque, puisque des fuites de données, il y en a partout dans le monde, et tous les pays ne sont pas numéro 2 des actes de violence de ce type-là. Ensuite, le deuxième facteur, c'est en réalité les fuites de données. Il y a eu un cas tout à fait scandaleux d'un agent des impôts qui, en fait, a vendu des fiches d'information d'acteurs du secteur. Et ça a été révélé il y a quelques semaines. Et juste après, toute une vague d'enlèvements avec, depuis le début de l'année, entre 5 et 10 enlèvements. Et une plateforme récemment, Valtio, qui permettait à des investisseurs particuliers français de déclarer plus facilement leurs impôts liés aux cryptoactifs, et qui malheureusement a subi un hack et une fuite de données massive qui n'a pas bien entendu aidé et qui n'avait pas été nécessairement déclaré dans les temps visiblement. Maintenant, en fait, je rappelle quand même, ça me paraît assez important, finalement, on peut incriminer effectivement les plateformes qui ont des fuites de données, on peut incriminer finalement l'État de ne pas avoir des plateformes de sécurisation plus robustes par rapport à des données sensibles au niveau des impôts. Mais en réalité, la vraie question, c'est celle de la sécurité et celle de l'impunité potentielle des ravisseurs. Et ça, il faudrait effectivement que ça change. Merci beaucoup pour ces précisions, Alexandre. Tout à l'heure, tu parlais je reviens un tout petit peu aux actualités de la semaine. Il y a eu une grosse actualité sur Strategy, Strive et Metaplanet. Strategy, donc, qui poursuit sa stratégie d'accumulation active de Bitcoin malgré donc la forte volatilité. Strive qui a levé 225 millions via une émission préférentielle SATA sursouscrite, et puis aussi Metaplanet qui a annoncé une offre d'action de 137 millions de dollars. Qu'est-ce que ces opérations t'inspirent et en quoi sont-elles le reflet de tendances plus fondamentales du marché?
Alors en fait, ce qu'on voit, c'est que dans un monde où les investisseurs ne savent pas exactement à quoi s'en tenir pour les évolutions des prix futurs des actifs comme le Bitcoin, finalement, il y a une poignée de sociétés qui continuent de manière structurée, continue à faire tout ce qui est nécessaire pour accumuler le plus de Bitcoin possible, et avec la conviction que le Bitcoin, un jour ou l'autre, va aller à plus d'1 million de dollars, et qui du coup réalise que le Bitcoin est aujourd'hui autour de 80 000 dollars, et que la différence relève d'un discount, d'une baisse des prix de l'ordre de 90 à 99%, et qui s'organise pour accumuler le plus possible. Donc stratégie à lever effectivement à nouveau énormément de Bitcoin, autour de 3000, dont de l'ordre de 98% avec des actions et un petit peu avec Stretch, l'outil qui est en termes de proposition de valeur équivalent à un fonds monétaire, avec un taux d'intérêt de 10% environ. Strive a effectivement réussi à lever à nouveau 200 millions de dollars Alexandre, je t'interromps pour que je comprenne bien. Donc, à travers des actions, tu veux dire stratégie, c'est des augmentations de capital? C'est une augmentation de capital un peu particulière, puisque c'est la société elle-même qui l'a fait avec un intermédiaire financier. C'est un programme qui s'appelle At the Market, ATM, et qui permet à la société d'émettre des actions et de les vendre directement sur le marché. Okay. Et c'est quelque chose qui est très apprécié, bien entendu, par les actionnaires, dans la mesure où ça augmente le nombre de bitcoins par action et ou la taille du bilan de la société. Et en ce sens-là, Capital B a également annoncé cette semaine la relance de son programme d'ATM également, qui est un petit peu différent. Les réglementations sont différentes, bien sûr, en France qu'aux États-Unis. J'allais y venir. Mais un programme de type ATM, voilà. Donc c'était la troisième actualité, avec Strive, effectivement, qui a levé également 200 millions de dollars pour effectivement repayer une dette qu'ils avaient suite à l'acquisition de Semler Scientific, et qui leur permet maintenant finalement d'avoir uniquement du Bitcoin et des dettes associées à leurs produits de dette perpétuelle tels que le produit de stratégie. Est-ce que tu pourrais, Alexandre, je pense que tout le monde n'est pas un spécialiste, redétailler en fait ton actualité à toi. Donc cette reconduction de ton programme d'augmentation de capital de type ATM. Très concrètement, ça signifie quoi en fait? C'est une émission de papier pour acheter d'autres bitcoins. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, très concrètement, le plus concrètement possible? Alors c'est très simple. À chaque fois que l'action augmente, eh bien, sauf exception, la société est capable, à travers son partenaire Tobam, qui est un gestionnaire d'actifs, qui est actionnaire de Capital B, de lever du capital avec une émission d'actions, avec son partenaire, avec notre partenaire Tobam, qui lui est capable de vendre des actions sur le marché, sur le jour où l'action augmente, et de faire une augmentation de capital au cours de la veille, ce qui permet en fait d'avoir des augmentations de capitaux au fil de l'eau, au plus proche du prix du marché, et de manière permanente, sans avoir à organiser des levées de capital tout à fait structurées, ce que l'on fait par ailleurs, bien entendu, mais c'est un programme qui permet de lever du capital au fil de l'eau, et pour la société, entre autres, bien entendu, d'accumuler le plus de Bitcoin possible. C'est un programme qui, l'année dernière, nous a permis d'accumuler, de lever environ 20 millions d'euros et un peu plus. Et c'est un programme que l'on reconduit dès cette année, avec également une nouveauté qui est que on avait auparavant une autre limite que le prix de clôture de la veille, qui était la moyenne du prix de l'action de la veille. On a remplacé cet indicateur-là par tout simplement un indicateur qui est plus pertinent pour la société, qui est le niveau de MNAV dont on a déjà parlé, qui est un niveau de prime entre la valorisation de la société et les bitcoins qu'elle a sur le bilan. Et donc, nous avons la capacité de déterminer le niveau de MNAV qui nous paraît pertinent par rapport à ces augmentations de capitaux, pour que ces augmentations-là soient toujours relutives, en tout cas dans les conditions que l'on détermine, pour augmenter le nombre de bitcoins par action au fil du temps. Alors, mais justement, en fait, c'est une augmentation de capital par création de titres ou par cession de titres?
Alors, en fait, il peut y avoir d'abord, c'est pas nécessaire, par Tobam, qui est le partenaire de Capital B, une cession de titres, mais qui est ensuite remplacée par une nouvelle émission de titres, qui va être là l'augmentation de capital. Et Tobam va pouvoir utiliser soit des nouveaux capitaux, soit des capitaux issus de quelques actions vendues, pour reconstituer son stock à travers une augmentation de capital. Et c'est une manière de transformer une demande sur le marché par une augmentation de capital qui permet à la société finalement de transformer une action qui augmente dans du Bitcoin au fur et à mesure du temps. Tobam est actionnaire à quel niveau de Capital B? Environ 5-6% aujourd'hui. 5-6%. Donc, Ok. un actionnaire de référence de Capital B depuis maintenant très longtemps, depuis quasiment le départ. Et donc, Tobam, c'est le premier fonds ouvert Bitcoin en 2017 en France et est vraiment pionnier dans le domaine de la Bitcoin Treasury Company aussi, avec stratégie depuis 2020. Donc, Et des produits en vendant des fonds effectivement accessibles aux particuliers dont on a régulièrement parlé dans le revenu. D'ailleurs, j'en profite pour faire cette fois-ci la deuxième petite page de pub sur notre nouveau numéro donc en vente en kiosque. Vous y trouverez notamment effectivement des sélections de titres et d'ETF dans lesquels investir dans la conjoncture actuelle. Et puis un dossier sur reprenez le contrôle de votre argent, parce qu'on s'est rendu compte que pour bien gérer son argent, il faut commencer par disposer d'un budget, avoir une photographie précise de la valeur de ses actifs, et c'est pas toujours le cas. Interrogez vos proches, demandez-leur combien ils épargnent par mois, combien ils dépensent par mois, quel est le montant exact de leur patrimoine, quelle est la répartition de leur patrimoine entre les grandes classes d'actifs. Ben, vous serez très étonné de la réponse. Voilà. En vente chez tous les bons kiosquiers, reprenez le contrôle de votre argent et ça passe notamment par supprimer un certain nombre de frais idiots et de dépenses inutiles, voire de prélèvements idiots. On en a des prélèvements oubliés, on en a tous des prélèvements sur nos comptes, on ne sait plus très bien. Donc c'est pas mal à un moment donné de faire un inventaire et puis de mettre en place un abonnement, mais un abonnement pour la bourse. Un abonnement pour votre épargne. Cette notion d'abonnement est bien connue des jeunes. On a tous 36 000 abonnements. Et pourquoi pas? En tout cas, c'est une thématique d'investissement que l'on développe beaucoup en bourse, au revenu. C'est la thématique de l'abonnement, de l'investissement régulier dans une classe d'actifs pour optimiser le prix de revient. D'ailleurs, c'est une méthode d'investissement qui est bien adaptée aussi pour le Bitcoin, que les réseaux sociaux connaissent bien sous l'acronyme anglo-saxon Dollar Cost Averaging, DCA. Voilà pour cette petite parenthèse. Il nous reste quelques minutes, il nous reste 5 bonnes minutes. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet masterclass du jour, le paiement en Bitcoin. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les acteurs qui ont mis en place les moyens de paiement et les réseaux qui permettent de payer en Bitcoin des deux côtés de l'Atlantique? Alors, le paiement en Bitcoin est finalement aujourd'hui un petit peu moins discuté qu'avant, avec toutes les innovations qui ont eu lieu les 2 dernières années autour des actifs financiers et de la thématique de l'investissement. Mais en fait, dans les coulisses, les paiements en Bitcoin ne font qu'augmenter en termes d'optionnalité et en termes finalement d'infrastructure, puisque finalement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant, beaucoup de particuliers devaient télécharger des applications spécifiques pour payer en Bitcoin. Et maintenant, cette fonctionnalité-là est intégrée dans beaucoup d'applications qu'ils utilisent déjà. Donc ça, c'est déjà une première avancée. Il y a beaucoup de plateformes qui ont commencé à intégrer le Lightning Network. Quand on parle de paiement de tous les jours en Bitcoin, en fait, on parle du Lightning Network. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, quand on envoie du Bitcoin, ça dure environ 10 minutes, ça peut même prendre 30 minutes parfois pour que la transaction arrive à son destinataire, alors qu'avec le Lightning Network, c'est instantané. C'est vraiment de manière complètement instantanée, plus rapide même que quand on tape la carte sur le terminal du commerçant. Le Lightning Network va encore plus vite. On scanne un QR code et le Bitcoin arrive absolument instantanément. C'est vraiment la vitesse de l'Internet, tout simplement. Et le Lightning Network, ça a été développé maintenant, il y a maintenant presque 10 ans. Et c'est un réseau de micro-paiements de pair à pair qui est au-dessus du Bitcoin et qui finalement permet de tenir des comptes entre nœuds participants et qui permet de payer des commerçants
Et on voit qu'il y a eu des adoptions assez significatives avec Carrefour, par exemple, qui a ouvert dans certaines boutiques le droit et la capacité de payer en Bitcoin avec un discount de l'ordre de 20% pour encourager en fait les participants, en tout cas les consommateurs, à utiliser leur Bitcoin de cette manière-là. Il y a également des grandes chaînes aux États-Unis qui ont ouvert cette fonctionnalité-là. Et on a par exemple une chaîne de burgers aux États-Unis qui a ouvert cette fonctionnalité-là et qui maintenant a ouvert une stratégie de trésorerie Bitcoin et qui maintenant paye ses employés en bonus en Bitcoin également. Et en fait, quand on commence à s'approprier le Bitcoin, on se rend compte qu'il y a énormément de cas d'usage de micro-paiements. Il y a aussi un réseau social comme Nostr, N-O-S-T-R. C'est un petit peu le Twitter du Bitcoin. Et c'est en fait un réseau social décentralisé. C'est-à-dire que X, pour Twitter, X, il y a une application et si on se fait bannir de l'application ou qu'on peut pas l'utiliser, ça marche plus. Alors qu'avec Nostr, les applications utilisent le même protocole et donc si on change d'application, on retrouve son profil, on retrouve ses messages, on retrouve ses posts, etc. Et sur ce réseau Nostr, on peut payer directement en Bitcoin également, en Lightning. Et au lieu d'envoyer des likes, eh bien, on peut envoyer des sats, des satoshi, des petites unités de Bitcoin. Et donc, en fait, on voit que le futur, c'est que le Bitcoin va être utilisé à titre de paiement pour streamer de l'argent, que ce soit à des contenus publicitaires ou pour récompenser des utilisateurs, pour certaines publications. On sait que X déjà rémunère certains publicateurs pour leur activité. Dans le futur, on peut imaginer que le Bitcoin sera aussi utilisé pour ça. En termes de société, le wallet of Satoshi a toujours été le wallet le plus simple. Maintenant, il faut vraiment l'utiliser comme on utiliserait un portefeuille dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est vraiment quelques billets qu'on est prêt à perdre. Hein. C'est quand même des petites applications qui sont pas des applications bancaires. Et ensuite, il y a une société qui est très intéressante qui s'appelle Lightspark, qui a intégré le Lightning Network dans les plateformes d'échange comme Coinbase et d'autres acteurs institutionnels. Et on peut imaginer à l'avenir des banques plus systémiques, on va dire, également intégrer ce type de paiement-là. Mais ça, je pense que c'est pas avant 3-4 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui permettent de le faire tout simplement à titre individuel. Alors, Alexandre, j'ai une question qui nous est posée sur X de la part de Olivier qui me dit qu'il a pas mal de gains sur Bitcoin et qu'il n'arrive pas à transférer ses gains dans sa banque traditionnelle, dans sa banque à réseau pour profiter de cette plus-value et se faire plaisir. C'est une question qu'on a souvent, c'est pour ça que je l'ai prise. Quelles sont les solutions qui existent, notamment pour les particuliers qui sont en France et qui ont profité de la formidable ascension du Bitcoin et qui maintenant se retrouvent coincés parce qu'ils n'arrivent pas à transférer cette plus-value dans leur banque traditionnelle où ils ont leur compte à vue? Eh bien, il faut changer de banque immédiatement, puisque cette banque-là, malheureusement, est très lente et ne va pas être beaucoup plus rapide dans le futur, a priori, si les Il y en a beaucoup qui sont comme ça, quand même. Hein. Il y en a encore beaucoup qui sont comme ça. Hein. Voilà. Donc, en plus, ce qui est d'autant plus désespérant, c'est que beaucoup de banques n'acceptent pas ces plus-values-là. Par contre, veulent développer leur propre système d'achat-vente de Bitcoin. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu l'hypocrisie au maximum. Bon, les banques, elles ont des raisons réelles de donner un peu de difficulté là-dessus. C'est qu'en fait, elles ont beaucoup de coûts associés à la compliance et que les régulateurs sont très à cheval là-dessus. Bon, voilà, c'est malheureusement le cas, mais elles perdent beaucoup de clients. Et en fait, elles savent uniquement que les clients ont sorti des millions de dollars et d'euros vers d'autres banques qui, elles, sont plus adaptées et qui ont déjà intégré le Bitcoin. On peut penser en termes de banques à moitié traditionnelles, à moitié nouvelles, à Revolut, qui est la néobanque la plus connue en Europe et qui permet vraiment d'interagir entre le Bitcoin et les monnaies traditionnelles. Et on peut penser à des acteurs, disons, centralisés sur le Bitcoin, focalisés sur le Bitcoin comme Bitstack en France. Et on peut aussi penser par rapport à des banques privées, pour des investisseurs un petit peu plus fortunés.
Il y a des banques privées, bien sûr, comme la banque de Lubac. Il y a des banques en France. Il y a des banques privées également en Suisse et d'autres dans le monde qui permettent finalement d'avoir des opérations de type bancaire traditionnel avec des opérations de type Bitcoin. Et ensuite, ces banques-là sont aussi connectées avec les banques traditionnelles. Et donc, finalement, les réseaux de compliance sont déjà mis en place et c'est plus simple. Donc, c'est un petit peu douloureux, mais je pense que c'est Olivier, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, pour Olivier, eh bien, il faut certainement passer par une autre banque pour éventuellement revenir vers sa banque ou ne plus y revenir. Eh bien, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci Alexandre Lézet. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Weekly Bitcoin. Et d'ici là, profitez bien. À très vite.